Et nous avons une marque qui parle beaucoup et qui elle est très entendue parce qu'on est sur des sujets d'innovation, des sociétés, des cultures. Donc on voit bien qu'on ne pourra plus éviter à long terme la question de la transition écologique et la manière comme on consomme et comme la manière qu'on doit protéger notre écosystème. Évidemment, il y a des zones où nous sommes très demandeurs de comment l'IA peut nous aider à optimiser nos processus. Imaginez 30 ans de réparation, des millions de produits à chaque année, combien de données on a créées pour qualifier c'est quoi les meilleurs diagnostics à faire avant même de passer par un technicien. Il y a une révolution qui va arriver sur l'usage de l'énergie au foyer. Et on pense qu'on va apporter à la mode Darty Service un vrai savoir-faire et ça fait partie un peu de nos horizons pour les prochaines années. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc-André et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois, nous recevons un dirigeant qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise et plus globalement de l'économie française. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique via l'informatique quantique, la cybersécurité, la décarbonation, les sciences des matériaux, le spatial, etc. La combinaison de toutes ces technologies, qui est la caractéristique de cette hyper-transformation, de cette quatrième révolution industrielle, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de transformation des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hypertransformation by SIA que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et impacts de cette hypertransformation technologique, organisationnelle et sociétale des entreprises et de l'économie. Pour le 6e épisode de la saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Enrique Martinez Ballesteros, directeur général de Fnac Darty. Je dis Ballesteros parce que c'est le nom complet, mais on dit plutôt Enrique Martinez. Enrique, bonjour, est-ce que tu vas bien? Moi, je vais très bien et c'est très bien dit parce que mon nom, c'est Martinez Ballesteros. Eh ben voilà. Tu as 55 ans, tu es espagnol et tu as joué à haut niveau en basket, même si tu as une carrure de rugbyman. Tu es un pur retailer, tu es entré il y a près de 30 ans dans le groupe Fnac Darty, dont tu occupes depuis 2017 le poste de directeur général. Tu es un prophète vert des temps modernes depuis ta rencontre avec Al Gore en 2007, qui t'a convaincu de l'urgence écologique et tu crois au concept de sobriété heureuse popularisé par l'essayiste Pierre Rabhi. Tu es opposé à la consommation de masse et milites pour un nouveau modèle économique vertueux basé sur la consommation durable, une sorte de troisième voie entre l'hyperconsommation et la déconsommation. Tu as un côté geek, tu es passionné par la sociologie, l'anthropologie et l'histoire, et tu lis tant des essais que des romans et des BD. Quant à Fnac Darty, c'est le leader européen de la distribution spécialisée avec 30 000 salariés, dont 18 000 en France, 40 millions de clients, un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1500 magasins, principalement dans 6 pays, France, Italie, Belgique, Portugal, Espagne et Suisse. Fnac Darty est incontournable dans l'Hexagone. C'est le premier système d'après-vente avec 2,6 millions d'appareils réparés l'an dernier et le premier libraire avec, écoutez bien, 50 millions de livres vendus en 2025. Fnac Darty a lancé en juin son nouveau plan stratégique baptisé Beyond Everyday qui prévoit 200 millions d'euros d'investissement par an, notamment pour rénover et ouvrir des magasins avec des fondamentaux intacts, l'expertise avec des marques fortes, l'humain avec des équipes passionnées et engagées, la proximité avec un ancrage géographique proche. L'objectif est simple, faire de Fnac Darty autant une marque de retail que de service et aller vers une logique de plateforme pour devenir des assistants pour la maison et le foyer au sens large. Est-ce que ton mini portrait et la présentation de Fnac Darty sont bons? Bah, ils sont plus que bons, ils sont très complets, très bravo pour, la documentation et ta capacité de synthèse. Donc il n'y a pas d'erreur. Bon. Ça ouvre bien la discussion. Parfait. Bah, justement, lançons cette discussion et par cette première question qui est très générale. Quelle est pour toi, très sommairement, la définition de l'hypertransformation de l'entreprise, Fnac Darty et je dirais plus globalement des entreprises en France?
Bah, ce qui nous concerne à nous, nous sommes depuis, un peu plus de 10 ans sur une accélération d'une transformation qui visait à transformer les modèles économiques de la Fnac. Ça, c'était pré, achat des Darty. Donc la genèse de tout ça, c'est 2016, la ouais, ouais, à partir de 2012, on s'interroge dès comment donner un avenir différent au groupe qui avait besoin d'une diversification, une taille et une internationalisation. Donc c'est 3 choses qui étaient très importantes parce que la Fnac avait un modèle économique très basé encore sur les produits culturels et autres et donc il avait besoin de faire face à ces 3 défis. Les étapes, vous les connaissez, l'acquisition des Fnac et Darty, donc ça nous a donné à la fois la taille et une première réponse à la diversification. L'accélération du digital, ça a été, 2e partie pour faire face à la disruption des canaux avec l'arrivée de l'e-commerce, en masse. Et puis finalement, la 3e étape de ce défi, ça a été l'acquisition de Unieuro l'année dernière, donc en Italie. les Darty italiens, j'aime bien le dire pour simplifier. Et ce qui nous a ouvert les 3e niveaux de ces défis, c'est comment le groupe, il est qu'à 60 dépendant de la France, donc 40 de l'activité qui s'est fait en dehors. Donc c'est pour nous une manière de raconter l'histoire. Évidemment, Covid entre tout ça, beaucoup d'adaptations nécessaires, beaucoup des capacités, des flexibilités, d'embarquer des défis, des croissances faibles, notamment en France, mais on a gardé les caps de ce qui était au début de notre feuille de route et les différents plans stratégiques qu'on suivi et finalement on arrive à ces nouveaux plans, Beyond Everyday, tu l'as dit tout de suite, qui donnent du sens à tout ça avec, au milieu, un défi énorme de comment nous pouvons être un acteur de la transformation vers une consommation plus durable et comment nous pouvons créer un modèle économique alternatif une fois que les défis de la diversification, de la taille et de De l'internationalisation a été l'internationalisation. réussi. Ça, c'est la base pour passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est un modèle très diversifié, notamment vers le service. On va y revenir, si justement ça va être l'objet d'une partie de ce podcast. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par s'intéresser, bon, évidemment à tous les chantiers du nouveau plan stratégique qui entend accélérer les transformations qui ont été lancées il y a 5 ans. On va commencer par le dossier des magasins, qui représente encore aujourd'hui les 3 quarts des ventes versus un quart le digital. Quelle importance et quelle place ces magasins ont-ils aujourd'hui dans la stratégie omnicanal des différentes marques? À quoi ressembleront-ils demain, ces fameux magasins? Et pourquoi tu dis que le magasin doit rester le hub de la relation client? Et je précise, avant que tu répondes, que Fnac Darty ambitionne d'ouvrir quelques 150 magasins dans les 4 prochaines années dans tous les pays où vous êtes présents, dont une cinquantaine en Italie sur la marque Unieuro et d'en rénover près de 200 actuellement existants. Ouais, il y a un chiffre qui est encore plus impressionnant. Nous avons 1 101 magasins dans le groupe aujourd'hui. Ça correspond à peu près à 1,5 million de mètres carrés. Et c'est des centaines de millions de visitants à chaque année. Donc on est en train de parler d'un outil industriel qu'on a eu, 40-50 €, 50 années à construire. Donc on est sur un avantage compétitif, massif et qui nous permet de nous positionner comme le seul grand acteur dans nos industries, capable de proposer à la fois une présence sur le digital, mais un maillage, magasin presque parfait, Mmh. tu Il n'y a vois? pas d'équivalent. Il y a pas d'équivalent de cette intensité dans des marchés, comme les nôtres et donc quand on dit que les futurs de l'e-commerce, c'est un commerce hybride entre les physiques et les digital et la bonne intégration des 2, bah, nous sommes aujourd'hui les seuls qui peut avoir ces dimensions à cette échelle. Donc le rôle pour nous de magasin, c'est essentiel. Ça restera fondamental dans la relation Oui. client entre les marques et le consommateur. Pour nous, on pense que les digital, l'argentique, tout ce qu'on entend, il vient évidemment, créer des nouvelles opportunités pour les commerces, mais les magasins, ils restent un socle important de la relation parce que nos clients, pour le type de produits que nous vendons, nos écosystèmes, ils continuent à apprécier les services que les magasins proposent. L'immédiateté, les conseils, l'accès à l'humain, les produits, l'expérience, heu et en fait, des 25 ans d'expérience de l'e-commerce, ils nous montrent que l'e-commerce, il est une superbe opportunité pour élargir des canaux, des contacts et autres, mais il remplace pas complètement tout, que les magasins physiques, ils peuvent proposer. Donc, la combinaison des 2 de plus en plus intégrée,
les parcours de plus en plus fluides entre, les magasins, les digitales et vice versa, sont pour nous les frontières du commerce des mains. Surtout que je crois que dans une statistique, moi, qui m'a impressionné, c'est que dans le click and collect, 50% des achats faits sur le site, par exemple Fnac.com, est retiré en magasin. Donc ça veut dire d'où l'importance du magasin encore physique. Ouais, ça reste un des avantages importants du magasin, c'est la facilité d'accès, la rapidité. On parle aujourd'hui des acteurs qui veulent, faire la révolution du commerce avec la livraison le jour même. Nous, on s'est livré des millions de colis tous les jours en 1 heure et donc et ça proche de chaque client. Donc on a fait un investissement très important ces dernières années, un outil, en capacité, en talent, heu, pour pouvoir rendre possible cette combinaison de nos maillages et nos réseaux et ça reste un des socles importants qui nous ont permis, qui nous donnent aujourd'hui, le leadership de nos marchés et qui nous permet d'avoir une proposition de valeur pour nos clients presque unique. Donc et ça, on va continuer et c'est intéressant, c'est que les clients, il faut pas non plus, trop l'expliquer parce qu'ils ont bien compris. En fait, les clients qui cherchent toujours des optimiser à la fois ses investissements économiques, sa facilité, son accès, pertinence. Si on vu les chiffres que nous avons fait, ces dernières années, sur les flux des click and collect, c'est vraiment impressionnant. Ça correspond à 5 fois plus qu'il y a 4 ans. Donc les volumes sont en croissance exponentielle. Et tu as une idée de ce que représentera, le digital versus, le physique, d'ici quelques années? Je pense qu'il y a, une hypothèse de dire que chaque année, l'e-commerce, il va gagner 1 point. Ça me semble, tu sais, la trajectoire des dernières 25 ans, c'est Alors pourrait être on la peut se dire qu'il y aura une trajectoire. accélération. Ouais, l'accélération, à un moment donné aussi, il y a un marché qui est beaucoup plus en plus mature, c'est un peu plus difficile. Quand on dit accélération, c'est peut-être passer des 1 à 1,5, mais Heu, je pense que la clé va être, pas sur la pertinence de l'e-commerce, c'est plus la capacité de résistance du commerce physique. C'est là que tout se joue. C'est dans les secteurs et on l'a bien vu dans les secteurs où les commerces physiques n'a pas fait ses devoirs, n'a pas investi sur l'expérience, sur la qualité, n'a pas travaillé sur le modèle économique, bah, évidemment, l'e-commerce, il a tué. Mais, au contraire, dans les secteurs où, il y a un acteur, un leader ou plusieurs qui ont réinventé l'expérience et qui ont su mettre en valeur ces actifs, pour compenser ces contraintes, heu, bah, là, on voit bien que où le consommateur peut choisir, les choix très souvent est largement pour le commerce physique. C'est quoi la taille critique d'un groupe comme Fnac Darty pour faire, face aux plateformes, je dirais, chinoises et américaines? Bah, aujourd'hui, on dépasse les 10 milliards de chiffre d'affaires avec 30 000 collaborateurs dans les pays où nous sommes présents. Nous avons déjà une taille qui nous permet d'être très, très pertinent, très efficient sur les maillages, sur les territoires, sur la livraison. Donc, je pense qu'on peut alors, évidemment continuer à progresser, grandir en organique, mais, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les problèmes de taille critique. Pour rester sur ce sujet des plateformes, tu parles souvent de concurrence déloyale à leur égard et j'ai posé la question à notre intelligence artificielle, ChatGPT. J'avais préalablement renseigné, ChatGPT de toutes les informations, à connaître sur Fnac Darty et je lui ai demandé: «Si tu avais, une question à poser à Enrique, quelle serait-elle?» Il m'en a fait 3 propositions et je les ai gardées. C'est Alice, qui est une voix artificielle, tu vas le reconnaître, qui te pose, la question, on l'écoute et tu lui réponds après. Enrique, vous critiquez les règles différentes des plateformes, normes environnementales et sociales contournées, fiscalité optimisée, petits colis qui inondent l'Europe? Très bien, mais allons au bout. Si l'Europe ne réagit pas, c'est quoi votre scénario noir? Des magasins qui ferment? Une partie du business qui bascule définitivement? Une incapacité à financer vos investissements et votre modèle serviciel? À l'inverse, quel est le scénario gagnant et votre avantage impossible à copier? En une phrase, pourquoi un client devrait choisir Fnac Darty demain plutôt qu'Amazon, Temu ou Shine, dont vous avez pourtant repris certains des codes? Livraison rapide, promo, ultra disponibilité, au point, pour certains, de perdre votre âme. Merci de votre réponse. Vaste question. Vaste question. Non, non, c'est très intéressant. On voit bien qu'il y a, c'est, la bonne intelligence.
mais je pense qu'il n'a pas tout compris encore. Mais on va l'aider. On va Et- l'aider. Aider, On va aider l'aider. Alice. On va l'aider. Je pense que les gros risques, c'est pas pour les gros fabricants d'articles, c'est pour les consommateurs. Ça, c'est les vrais risques. Et Quel risque? bah, aujourd'hui, on a constitué un écosystème d'entreprises responsables qui suit une norme et qui, quelque part, il protège les consommateurs de l'industrie. Ça, c'était l'histoire des dernières 40-50 ans. Les normes, la concurrence, ça donne davantage énormément aux consommateurs. Euh, dans un monde noir, comme l'IA nous l'est proposé, c'est le monde où il y a quelques plateformes, quelques acteurs qui dominent le commerce mondial. Et donc, les pouvoirs, il va s'inverser et les consommateurs, ils n'auront pas les choix, ils seront des choix qui seront imposés. Donc, le premier risque existentiel, c'est le risque d'un monopole qui n'est pas soumis aux mêmes règles de concurrence que nous sommes aujourd'hui et qui protège vachement les consommateurs. Deuxième, encore davantage avec des acteurs qui sont même pas parfois soumis, ou ils ne se croient pas soumis aux contraintes législatives et normatives que nous avons données à nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on voit dans quelques plateformes des produits qui ne respectent pas les normes qui sont présentes dans les territoires européens depuis Environnemental, 30 ans. social. Mhm. Des sécurités, des produits, des matières, des tests, des garanties de tout type. Donc, ça, déjà, deux risques qui sont pas banals. Un, le fait d'être trop dépendant des quelques acteurs. Deux, et qui, évidemment, ils vont détruire beaucoup des tissus qui existent aujourd'hui. Et deux, les sujets de la protection du consommateur lui-même. Donc, ça, c'est un scénario qui s'est accéléré ces derniers temps avec l'arrivée, la simplicité de l'e-commerce et l'incapacité des législateurs européens de faire respecter les normes qui existent dans ces marchés européens. Et je pense que c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on parle, mais 2025 et probablement ça a été l'accélération était tellement importante que la réalité, elle était impossible à regarder ailleurs pour les pouvoirs publics. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Il a fallu probablement beaucoup de dégâts, beaucoup de personnes qui ont souffert en 2025 dans ce business pour que finalement ça devienne une réalité pour laquelle personne peut échapper. Et je pense que les premières normes, les premiers contrôles arrivent et ça va permettre probablement commencer à mettre un peu des normes dans ces marchés. Donc les bons scénarios, Oui, oui. la bonne solution, c'est nous, on pense que les marchés, la concurrence a été toujours au profit des consommateurs et de l'industrie, mais avec la condition que les normes soient respectées. Donc faisons respecter les normes à tout le monde. Mmh. Et l'avantage concurrentiel qui ferait que, un client, choisirait, Fnac Darty demain plutôt que Temu, Shein ou Amazon, c'est quoi cet avantage concurrentiel? Bah, surtout l'avantage pour les consommateurs, c'est que La sécurité, le risque? les rôles d'un distributeur a été toujours faire un filtre, faire un rôle d'intermédiaire entre l'industrie, qui aujourd'hui est presque infinie, avec un choix des qualités, des sécurités, des prescriptions. Et quand quelqu'un vient dans nos magasins ou sur nos sites, il est sûr que ce qu'il va trouver, il correspond à ces standards que nous avons décidés ensemble. Et donc, il ne faut pas qu'il se pose la question à chaque fois, est-ce que ce produit faux? Qu'est-ce qui se passe, c'est un problème? Est-ce que ça respecte les normes et qu'on vient, etc., etc. Donc, c'est les rôles d'intermédiaire qu'on a un peu l'impression qu'avec les e-commerce, les plateformes, il a plus de valeur. Comme l'information, on a l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin des médias traditionnels pour être Il y a les réseaux informé. sociaux. Et en fait, on se rend compte parfois, l'information, il est encore plus important aujourd'hui parce que l'intermédiation de quelques marques responsables, il donne une garantie conformité, véracité et je pense que ça, c'est le rôle encore plus important dans ce monde digital, de demain. Quelqu'un, il parlait, je pense que c'est le président espagnol, Pedro Sánchez, qui parlait du Far West, de l'e-commerce, ou du digital. Ça correspondait bien à ce qu'on voit parfois des phénomènes qui sont hors contrôle, de ces plateformes qui, par définition, sont beaucoup plus grandes que, les capacités des pays à les contrôler.
Et toi qui prônes un modèle économique beaucoup plus vertueux sur la consommation durable, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'en vérité, tu as épousé aussi les codes avec Fnac Darty de ce que tu critiques, c'est-à-dire l'ultra-disponibilité, l'ultra-rapidité à livrer? Tu parlais tout à l'heure de la capacité de Fnac Darty à livrer les colis partout en France en 24 heures et même parfois d'aller en magasin chercher en 2 heures le colis qui a été acheté, en ligne. On est obligé de copier ces codes-là pour pouvoir être concurrentiel? Non, je pense il faut pas confondre, ce qu'on fait, et comment qu'est-ce qu'on vend et comment on fait pour servir les clients. Je pense que l'essentiel du travail, ça doit être bien choisir les produits, heu, travailler avec les fabricants qui respectent les normes, heu, trouver un modèle de service pour la réparation, faire un choix responsable et indépendant. Après, les faire livrer plus vite ou les rendre, attractives, c'est notre devoir parce que nous sommes en compétition parfois avec tous ces mondes-là. Mais Confondre. faut pas confondre les fonds et la forme. Et les fonds, c'est ce qui compte, plus et puis la forme, en tout cas, nous, on est persuadés que les meilleurs bilans, écologiques, de l'e-commerce, ça s'est fait dans les magasins. Donc ça, c'est là qu'on fait la grande majorité de nos chiffres d'affaires. Mais personne ne peut nous demander nous abstraire d'une tendance des fonds, que c'est l'e-commerce qui prend une partie importante. Avec ces codes. Donc, il faut qu'on soit aussi présent dans ces marchés pour pouvoir défendre notre modèle. Alors, revenons justement plus au fond et sur le plan stratégique et plus spécifiquement sur la notion de service. Tu veux accélérer et passer, tu dis, d'une relation basée sur la vente de produits à une relation de long terme portée par les services. Ça veut dire quoi concrètement? Quel service demain, notamment pour tiers et ou dans une logique B2B2C, tu veux développer et quelle transformation du modèle actuel cela implique-t-il? Ça parle d'énormément des choses, mais pour que ce soit bien compréhensible, prenons celui de la réparation. Mmh. On a été, tous portés dans cette période d'équipement, où la technologie est arrivée chez nous, il y a 30, 45 ans, où tout a été inventé. Il y avait un course de l'industrie pour faire les produits accessibles, au meilleur prix, rapidement, parce que les personnes, ils voulaient s'équiper. Et donc la logique était d'équiper le plus Consommation de rapidement masse, possible. Ouais, une consommation qui a permis à tout le monde aussi avoir accès à la technologie, au confort. au confort à la maison, et cetera. C'était logique. Mais bon, je pense que cette phase, il est un peu, pas c'est fini, mais un peu, c'est pas l'essentiel de nos espoirs d'avenir parce que tout le monde aujourd'hui est équipé, les produits sont des meilleurs en meilleure qualité. Et donc l'étape d'après, forcément, va être comment nous pouvons entretenir et aider les consommateurs à faire le meilleur choix, l'utiliser régulièrement et puis pourquoi pas trouver une industrie de la réparation qui permet des de compenser, la baisse des volumes qui viendra par la qualité et les produits, le fait on les garde plus longtemps. Donc, À partir du moment où on n'industrialise pas l'obsolescence programmée des produits, qui fait que là où ça durait avant 5 ans, aujourd'hui, au bout de 2 ans, c'est mort. ça j'ai jamais entendu franchement là, c'est des fantasmes, là, on pourrait demander à l'IA ce qu'il pense. Moi, je te dis ce que je pense. Ça fait 30 ans que je travaille dans cette industrie. Honnêtement, je vois, c'est que les produits, ils sont de meilleurs en meilleurs en termes de conception et qualité. Il y a parfois, et je pense que nous, on essaie d'éviter cette erreur, c'est une course, au prix trop bas qui amène parfois des choix des quelques fabricants sur la baisse des qualités des composants et ça peut avoir un impact, sur la durée de vie des produits. Mais quand on regarde les produits qu'on vend aujourd'hui et combien les temps garde les produits en bon état d'usage, l'industrie a fait un progrès énorme, sur la qualité et ces phénomènes de la obsolescence programmée, il a été jamais véritablement prouvé. On arrive à la deuxième césure de l'épisode, c'est la question posée par l'invité précédent et l'invité précédent, c'est Sébastien Missoff, le DG de Google France, qui a justement une question sur ta stratégie de développement international liée avec l'IA. On l'écoute et tu lui réponds. Enrique, bravo pour la transformation de ces dernières années. Je mesure combien tu as réussi à transformer Fnac Darty en leader européen omnicanal. Je serais très curieux de t'entendre sur dans quelle mesure l'IA plus particulièrement t'a accompagné et va t'accompagner dans les années qui viennent pour arriver à accélérer sur la dimension européenne, sur la dimension internationale. Bah, bonne question, Sébastien. L'IA, je pense qu'on est en train de tous de comprendre comment l'IA il va être On y reviendra plus tard sur
comment l'IA va changer Fnac Darty? Bah, notre compagnon des schémas dans tous les univers qui on travaille parce que globalement, on parle d'une nouvelle révolution, une nouvelle frontière qui vient accélérer celle que les dernières 20 ans de transformation digitale, il a initié. Mmh. Et donc, je pense qu'on sent que parfois il y a un peu, euh, peut-être trop des promesses, mais on voit bien qu'il y a une révolution qui va toucher, qui va favoriser l'accélération de tous ces processus qu'on vient vivre. Donc, on compte bien d'utiliser à son plein potentiel au service de notre modèle. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre. Évidemment, il y a des zones où nous sommes très demandeurs de comment l'IA peut nous aider à optimiser nos processus. Bon, comment on répare des millions de produits, on gère des centaines de millions de contacts clients. Euh, Tout outil qui va nous permettre de mieux qualifier, mieux ordonner, profiter des données qu'on gère et qu'on garde depuis des dizaines d'années. Tout ça, c'est mis au service de l'excellence opérationnelle et de la profitabilité et de la productivité. Ouais, ça veut dire en termes de gestion des pannes, de gestion du catalogue, Exactement. des datas, des stocks, Ouais. les fiches produits, diagnostic des produits à réparer. Tout ça, l'IA va être un véritable booster et va apporter des gains de productivité importantes? Bah, typiquement, quand vous avez une panne, nous avons tous les 2 secondes quelqu'un qui appelle à nos services pour un problème lié à un produit, hein. Tous les 2 secondes. Il y a quelques années, la personne qui vous prenait au téléphone, il était très formé, il avait beaucoup d'informations, il avait des manuels et parfois il allait consulter des manuels par rapport aux produits. Et donc, les premiers filtres qu'il pouvait faire ou que ces personnes pouvaient faire étaient très liés par rapport à sa connaissance personnelle. Bah, imaginez 30 ans de réparation, des millions de produits à chaque année, combien de données on a créé pour qualifier quand quelqu'un nous appelle sur un produit déterminé, c'est quoi les meilleurs diagnostics à faire avant même de passer par un technicien. Bah, ça, aujourd'hui, c'est une réalité. On peut faire des C'est les fameux pré-diagnostics. chatbots, faits, Oui, de même, pré-diagnostic. voilà, on peut même aider les clients à démarrer son pré-diagnostic. Puis, ça peut arriver sur la personne qui va qualifier son appel en utilisant l'IA qui va donner la superpuissance à nos équipes pour mieux traiter très vite. Et après, la manière comment ça va tomber dans notre back-office pour décider comment on gère les clients, comment on gère sa pièce qu'il faut commander ou pas, quelle pièce il faut commander, pour que finalement tout se met en route, pour qu'on gère les clients les plus vite, plus efficiemment et les moins coûteusement pour lui et pour nous. Et ça, c'est typiquement des processus qu'on aime beaucoup. Ça fait des années qu'on investit et on pense il va continuer à nous aider à améliorer. Et il y a des dizaines d'autres, mais ça, c'est probablement celle qui va être très plus visible aujourd'hui. Ouais, et sur la personnalisation du parcours et de l'expérience client, là aussi, l'IA va apporter de grandes nouveautés qui vont permettre de faciliter tout ça et je dirais, de gommer les insatisfactions existantes? Ouais, là, on travaille particulièrement sur le moteur de recherche et sur un site. Quand quelqu'un arrive sur un site et là, une attente, on va avec les millions des références qu'on gère aujourd'hui dans nos catalogues et avec ce qu'on sait, on peut connaître de ces personnes, on va pouvoir leur proposer les choses qui sont probablement les plus pertinentes. Ça, on va gagner en pertinence. L'e-commerce, il génère beaucoup de trafic. Dès lors que vous avez des processus et des données en grande masse, C'est ce qui est le cas de Fnac il Darty. peut amener des actions sur la gestion de vos inventaires, sur la gestion de vos équipes, en termes de timing, en termes d'organisation, sur la formation, sur l'offre, comment l'offre est présentée, sur la relation client, ça génère, on gère des dizaines, voire des centaines de millions de lignes qu'aujourd'hui on traite comme on peut, mais évidemment avec l'IA, on va gérer de mieux en mieux. Donc oui, on sent que ça va être un facteur d'accélération de la manière comme on peut optimiser nos opérations et gagner en efficience, voire gagner en compétitivité pour les clients. Mmh. J'ai lu aussi que tu comptais, utiliser l'IA pour travailler plus sur les réseaux sociaux, pour te permettre d'aller chercher les clients là où ils sont présents et alors qu'ils pensent pas forcément à venir sur le site de Fnac Darty? Bah, aujourd'hui, un groupe comme les nôtres, on est ce qu'on appelle une social brand. Ça veut dire que nous avons des contacts avec beaucoup de clients et avec qui on interagit dans différents types de canaux.
C'est à travers les vendeurs, c'est à travers les call centers, c'est à travers les sites internet, mais c'est aussi à travers des réseaux sociaux. Et nous avons une marque qui parle beaucoup et qui elle est très entendue parce qu'on est parfois sur des sujets d'innovation, des sociétés, des cultures. Et donc nous avons des territoires pour lesquels l'écoute, dans tous ces canaux-là est très important. Donc nous sommes en capacité de parler et nous sommes aussi en capacité d'écouter et de comprendre les potentiels clients intéressés par nos univers. Donc on développe, cette espèce de, Donc c'est une forme de veille sur oui, des de réseaux veille, sociaux pour voir. d'investissement, des influenceurs, pour aller chercher les audiences, qui sont d'une affinité forte dans nos catégories, pour communiquer. Donc, nous, ça fait longtemps que le mix média, il est, largement digital. Avant, c'était digital display, après, c'était digital search. Aujourd'hui, c'est tout, c'est search, c'est social, c'est display et demain, c'est agentique aussi. Parce que, l'obligation d'un groupe comme les nôtres, c'est être capable d'optimiser son mix pour aller chercher les clients là où ils sont et pour être capable de proposer son offre, hein, qui est très puissant et de manière très pertinente là où les clients ils sont en train de l'attendre. Mmh. Alors justement, tu parles de l'agentique, on sait que l'émergence des personal shoppers IA, ces agents IA qui font des recherches pour les clients et qui sont capables de passer commande, on sait que le risque à terme, c'est de court-circuiter les sites de marque comme Fnac Darty. Je dirais quelque part, ça pourrait dire bye bye Fnac.com ou Darty.com si l'on en croit la stratégie du web zéro clic que Sébastien Missoff, le DG de Google en France, a expliqué dans le dernier épisode. Comment tu te prépares à cette révolution, sachant que aujourd'hui, les grandes marques comme Fnac Darty, les grandes marques de retail tirent aujourd'hui 40% de leur trafic de recherche des modèles traditionnels de recherche en ligne que les agents IA veulent justement remplacer. Ouais, je pense que le modèle, il va évoluer. On vient de vivre, ces dernières 20 ans de e-commerce, by Google, d'une manière très organisée, très profiteuse pour Google aussi. Donc, bravo à Sébastien et à ses équipes. Probablement, on ouvre une nouvelle étape. Tu vois, ces questions de, on a laissé faire disparaître et finalement, la marque, il avait aucune importance. On l'avait déjà entendu au début de l'e-commerce et même Google, à un moment donné, il y avait un projet de créer, de devenir l'outil des ventes et se connecter à tous les autres vendeurs, pas comme vendeurs, mais comme espèce de centre de stockage. Ça n'a jamais véritablement existé. Donc, aussi parce que nous avons été capables aussi de créer des services, de créer Une un modèle relation. qui est Mmh, complexe. mmh. Pour les clients, les marques, c'est important et dans le monde du digital, c'est encore plus important. Donc, notre regard, c'est on ne sait pas trop comment le futur va être parce que c'est vraiment très prétentieux de le dire. Il faut qu'on soit capable d'être très réactif et avant, on avait un modèle qui était les magasins et puis on a inventé les e-commerce, puis on a fait hybride. Aujourd'hui, on est et demain, il y aura les commerces argentiques. On sera là avec, notre proposition des valeurs, notre personnalité, notre capacité et l'influence et des, prescriptions fortes et ça, je pense que ça sera suffisamment important pour s'imposer dans un modèle qui va, encore évoluer et tant mieux. Parce qu'évidemment on est qu'au début de cette transformation, vers un commerce beaucoup plus, omniprésent. Mmh et omnicanal. Omnicanal, on est de Déjà, plus en plus. mais avec les agents IA, ça va être encore plus omnicanalisé qu'avant, je dirais. Ouais, mais en fait, on s'est dit aujourd'hui que l'e-commerce, aujourd'hui, l'expérience de l'e-commerce, ça reste assez frustrant. Il faut un clavier, il faut écrire, il faut chercher, c'est en 2D. Donc, on voit bien que ça va évoluer, ça va devenir dans la conversation, ça va devenir beaucoup personnalisé. J'y crois que pour des choses qui sont encore importantes, les clients ils vont vouloir avoir un avis, quel magasin, quel vendeur, discuter avec une personne, faire son choix. Peut-être pour d'autres choses, ça va être beaucoup plus automatisé, on verra bien. On voit bien que que l'e-commerce, ça ne se développe pas complètement de la même manière dans tous les secteurs. Donc je pense que pour l'argentique, ça sera pareil. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir s'adapter à tout moment, pas prendre de retard, Et très et très réactif, tu l'as dit. très réactif, mais garder, de manière très forte, qui nous sommes et pourquoi, en tout cas, dans ces mondes qui est encore de plus en plus ouverts, on reste un acteur qui a un parti pris, une personnalité et ça sera un peu la clé du succès demain. Je pense que dans les mondes qu'on ouvre
de l'e-commerce un peu ouvert à tout le monde, heu, être une marque forte, reconnue, responsable, il va avoir un valeur encore plus important. Justement, sur ces questions d'IA, de transformation liées à l'IA, Thomas Graffanino, qui est l'associé SIA en charge des questions marketing et customer strategy, a une question à te poser. Il reprend un peu ce qu'on vient de se dire sur les transformations IA, clients et en même temps en interne et c'est intéressant, sa question est intéressante sur le rythme de ces transformations et comment on les fait en parallèle. Cher Enrique, on parle beaucoup dans la distribution de l'IA côté consommateur, personnel shopper, expérience client, conseil augmenté, mais peu côté entreprise sur les questions d'efficacité opérationnelle, de stock, de productivité pour les équipes. Dans un groupe comme Fnac Darty, où est-ce que l'IA crée aujourd'hui le plus de valeur, côté client ou côté entreprise? Et question subsidiaire, est-ce que ces deux rythmes de transformation peuvent être alignés? Bah, c'est une excellente question, merci beaucoup. On a un peu discuté au Ouais. début, nous, on est complètement, dans les 2 camps. Parce qu'on voit dès lors qu'il y a, de la donnée, des processus qui peuvent être optimisés, c'est là où l'IA, il va être très efficient, très pertinent. Les digitales avaient commencé, on part pas du zéro, ça fait des années qu'il y avait l'algorithme, on optimise nos processus, sur l'approvisionnement, on gère aujourd'hui des centaines de milliers de références, qui est évidemment que nous avons des systèmes pour nous aider à améliorer nos processus, mais probablement on avait une capacité d'intégrer des variables en temps réel et d'apprendre avec ces modèles beaucoup plus limitée. Aujourd'hui, on voit bien, La capacité de calcul des IA permet d'aller beaucoup plus loin voilà, de et d'intégrer des variables, parfois sur des modèles qui sont plus difficilement prédictibles parce que la fréquence est relativement faible, et puis apprendre avec ses propres résultats, heu sur les processus des fixations d'offres, sur l'organisation, sur les assortiments. On commence à voir des choses qui sont très, significativement, plus efficients que nous avions avant. Donc il y a une espèce de on vient depuis 20 ans dans une espèce de continuum. Là, on sent qu'il y a une accélération sur des choses qui peuvent être, très différenciants, et donc ça vaut la peine d'investiguer. Évidemment, ça mérite un peu de discipline parce que je pense qu'un groupe comme les nôtres, et c'est un peu dans nos responsabilités. On ne peut pas non plus envoyer une centaine des bouteilles dans l'eau. Il faut vraiment faire ses choix. Les choix ont été faits par les équipes. Là où nous avons bien structuré nos données, sécuriser nos systèmes, et testons aujourd'hui une trentaine de projets, dont autant internes qu'externes, autant sur l'efficience de la relation client et la pertinence de nos offres, comme sur l'organisation du back-office. Et tous les deux, il peut se faire, à notre avis, en parallèle. On va revenir Fnac Darty, marque de service. Heu, qui dit marque de service dit aussi diversification dans de nouvelles activités et de nouveaux secteurs. J'ai lu que tu visais une diversification justement dans la seconde vie, tu l'as dit tout à l'heure, dans la régie pub retailing et dans les services aux e-commerçants. Concrètement, qu'est-ce que Fnac Darty fera demain dans le monde en matière de services qu'il ne fait pas aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un risque non plus que le groupe perde un peu son âme, qui demeure la vente de livres et de produits spécialisés, par des salariés engagés? Bah, justement, non, on pense qu'il faut défendre nos territoires. Je pense que c'est, la théorie de garder une position forte dans nos chaînes de valeur. On a parlé tout à l'heure des risques existentiels des disintermédiations complètes, hein. Je les pose dans l'autre sens. Nous pouvons aussi jouer un rôle, de plus en plus important dans l'organisation de la distribution de nos produits. Et c'est évidemment en défendant nos positions, la nôtre, qui est celle de la distribution pure, mais aussi en proposant à d'autres acteurs de l'industrie de bénéficier des actifs que le groupe a développés d'une manière très importante. En matière de services et En matière de de services, réparabilité. logistique, réparation, installation, conseil et plein d'autres qui aujourd'hui nous sont capables de faire monter en capacité industrielle pour proposer à d'autres. Donne-nous un exemple de ce que Fnac Darty peut proposer demain, par exemple aux e-commerçants, en matière de services qu'ils ne proposent pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si les personnes savent, mais on livre presque 1,5 million de produits encombrants, des grands volumes, par nos équipes partout en France. Donc on est capable de livrer d'un jour à l'autre, au plus long Mmh. bel, village, français, et ça, c'est une capacité qu'on a créée grâce à nos équipes, installation logistique, plateforme de livraison à proximité, équipages qui sont partout dans les terrains.
tout le monde n'a pas la capacité de créer ce maillage, ni ce niveau de service. Donc, depuis un peu de temps, on a proposé on a décidé d'ouvrir cette proposition pour d'autres vendeurs avec qui nous allons proposer livrer leurs produits chez ces clients dans nos territoires. Donc ça, c'est un bon exemple des services pour des tiers. Qui dit pour les produits des grands volumes, dit aussi pour l'e-commerce. Nous avons créé une société avec Seva Logistique Oui. pour faire du fulfillment. Fulfillment, c'est la préparation logistique des produits que nous vendons dans notre marketplace, mais aussi eux vendent dans d'autres marketplaces. Donc, on est en train de proposer des services de logistique pour celles qui n'ont pas ou qui n'ont pas les moyens de les développer eux-mêmes. Et je propose des sujets, par exemple, la réparation. On répare aujourd'hui par nos équipes des produits qui font partie, par exemple, des contrats d'assurance, qui ne sont pas nos clients, mais Oui, c'est nous pour les prêtons clients premium d'assurance ou même des banquiers, une ils ont banque. accès à Dartimax, c'est ce que ça veut Voilà, dire? ou que la banque qui propose à ses clients une assurance de réparation de ses produits, mais les back-office et la gestion de la réparation est fait par nos équipes. Et on pense que ça, c'est une opportunité de, continuer à gagner en pertinence et en taille et en volume pour les produits et les services qui sont importants pour nous, et aussi renforcer notre position dans ces chaînes de valeur qui est la nôtre. D'ailleurs, tu as créé un indice de réparabilité pour applicable à, je dirais, j'ai lu aux produits de plus de 150 marques et tu as demandé aux constructeurs d'électroménagers de garder les pièces détachées beaucoup plus longtemps que ce que la loi le demande pour pouvoir justement améliorer cette réparation, et beh, ils vont te suivre jusqu'où? Parce qu'en vérité, tu es en train de tuer leur modèle là. Non, bah, au contraire, non, non, ils vont nous suivre, c'est vrai, ils ont pas beaucoup de choix parce que nous, les modèles de l'engagement sur la réparation, c'est pas on n'arrive pas par hasard. On arrive là avec une conviction forte qu'il faut faire changer les modes de l'industrie, et ça veut dire, Oui, choisir c'est la consommation vertueuse, ouais, choisir et construire des produits plus durables et vertueux, travailler avec un modèle de service de réparation abordable et accessible économiquement, et puis travailler avec l'industrie sur un modèle de seconde vie pour les produits qui ont un cycle de réparation. Donc tout ça, il faut embarquer l'industrie avec nous. Aujourd'hui, nous sommes co-responsables avec l'industrie de la qualité des produits parce qu'on les répare dans nos programmes d'abonnement. Donc, on a l'intérêt de mettre de mieux en mieux des qualités des produits qu'on distribue, donc d'où l'indice de réparabilité. Et puis, on a intérêt à faire de l'influence forte à l'industrie pour que quand un produit tombe en panne, on puisse le réparer rapidement. Et c'est ça qui ça veut dire l'indice de réparabilité. Donc, tout ça sont des choses qui nous ont permis de faire une influence positive très significative dans nos industries, qu'aujourd'hui, ça génère beaucoup de satisfaction aux clients parce que, les produits tombent moins en panne, et 2, quand ça tombe, ça coûte moins cher. mais tu vends moins du coup, tu vends moins de produits neufs. Oui, mais avec ça, je pense que, on crée un modèle qui va à l'encontre des besoins des clients, et je pense qu'un distributeur comme nous, il peut pas être au dos des clients, il doit être face aux clients, et donc ça, c'est déjà une conviction forte. Après, les modèles économiques qu'on doit trouver, c'est certes, on pourra vendre moins des produits parce qu'ils seront de meilleure qualité, on va les réparer, en espérant aussi qu'on aura un modèle de service qui va compenser une partie, et 2, on aura plus de clients. Parce que des modèles vertueux d'industrie, il n'est pas divulgué de partout. Donc, si c'est un modèle qui est un avantage compétitif fort, bah, ça pourra nous amener, ça nous amène déjà à gagner de plus en plus de clients, dont des parts de marché. Donc, on va compenser la perte des ventes de nos clients existants par des nouveaux clients qui vont arriver dans nos modèles. Et est-ce que là, ton modèle économique ne bute pas sur, je dirais, les people, sur les talents, sur les compétences? Parce que pour réparer des produits, il faut des gens. Alors vous avez 2 500 personnes qui sont là pour réparer. Vous avez réparé l'année dernière 2,6 millions de produits et vous visez 3,6 millions en 2030. Mais, pour ça, il faut recruter, il faut former. Et là, les compétences, elles manquent. Comment vous faites pour trouver les gens qui vont réparer les produits? Oui, oui, en fait, c'est un défi, mais c'est aussi une énorme opportunité parce que ça génère, bon, dans le jargon un peu brutal, ça génère une barrière d'entrée qui est très important. L'e-commerce aujourd'hui, tu peux ouvrir un boutique dans un garage à Amsterdam et vendre tes produits partout. Heu, les barrières, ils sont tombées. Mmh. Les modèles physiques des magasins, il y avait la barrière ta boutique était dans la rue qu'il fallait. L'e-commerce a cassé les barrières.
Par contre, les services, les barrières existent toujours parce que des produits, il faut les livrer, il faut savoir les récupérer, il faut savoir les réparer et donc aujourd'hui, heu, l'outil qu'on développe, des services après-vente, des techniciens des livraisons, c'est un investissement important. C'est nécessaire pour notre modèle, celle que je viens de décrire et puis c'est quelque chose qui pourra être difficilement copiable par quelqu'un qui veut pénétrer le marché. Donc c'est aussi pour nous une barrière des protections et des défenses, pour continuer à développer nos modèles de services. Et puis en plus, je dirais que tu es totalement cohérent parce que, on peut comprendre du coup ton obsession pour l'extension de la vie des produits que tu vends par ton objectif de réduction de moitié à horizon 2030 des émissions de CO2 du groupe, sachant que 91, ça je l'ai appris, de l'empreinte carbone de Fnac Darty vient de ces produits Oui. et pas de son groupe en vérité. C'est essentiellement la fabrication des produits et l'usage que les clients en font. Surtout l'usage, c'est que je peux faire beaucoup d'efforts sur la température dans les magasins, les contrôles l'usage des cartons, et toutes les choses qu'on fait, qu'il faut faire, l'électrification de la Et c'est flotte marginal en auto. vérité. En fait, ça compte, très peu par rapport à l'influence que nous pouvons avoir sur l'usage des produits, sa réparation. Parce qu'un produit qui tombe en panne et qui n'est pas réparé, il part en recyclage et il y a beaucoup d'énergie qui est consommée parfois pour les transformer. Et donc, les plus tard, ces produits partent en fin de vie, les plus longs on peut, prolonger, son cycle de vie d'usage en bon état de fonctionnement, bah, autant de CO2 qu'on évite, d'émettre à l'atmosphère. Mmh. Donc on a parlé des activités, maintenant on va parler aussi des secteurs. Tu t'intéresses à l'énergie. J'ai lu, j'ai vu, les activités comme l'installation, la maintenance, la réparation, toujours la même chose, hein, de pompes à chaleur, mais de climatisation, de chaudières à gaz, d'adoucisseurs d'eau ou encore de panneaux électriques. C'est un vrai secteur d'avenir, que où tu peux plugger justement ton expertise de réparation à ce secteur de très écolo, en plus très vert. Ouais, c'est proche de nos univers. Nous avons, grâce à nos systèmes d'abonnement, plus de 2 millions d'abonnés dans nos systèmes de services en abonnement. Donc on comprend comment on doit articuler à la fois une offre, des produits, des services et déployer tous les services qui vont autour, hein. Et donc on devient aujourd'hui un compagnon du foyer, pour ces clients-là et quand on regarde qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la vie des clients et dans la gestion de son foyer, l'énergie arrive en top priorité. Le confort, le chauffage, air conditionné, accès à l'énergie, heu chargeurs pour les voitures électriques qui vont arriver, optimisation du mix énergétique et donc on voit bien qu'il y a une révolution qui va arriver sur l'usage de l'énergie au foyer et donc on veut faire partie de cette énergie. On pense qu'on va apporter à la mode Darty Services un vrai savoir-faire, une Pas en expertise. vente. En vente aussi, on verra. Je pense que ça serait logique un jour, de la même manière qu'on a rentré dans le monde de la cuisine, de l'électroménager à un moment, qu'on puisse rentrer dans ce monde de l'énergie et ça fait partie un peu de nos horizons. Ça fait partie de mes devoirs pour les prochaines années, rencontrer c'est quoi les modèles que nous voulons intégrer dans notre offre de services autour de la marque Darty, Darty Énergie, pour proposer à nos clients une solution pour l'accompagner dans ses devoirs de la transition énergétique dans son foyer. J'ai l'impression que Fnac Darty, en 2030, ne ressemblera plus au groupe d'aujourd'hui et que tu comptes le transformer en une plateforme d'accès à des contenus, d'un côté, culturel exclusif ou liés à l'éducation, mais aussi d'assistance pour la maison et le foyer au sens large, qui peuvent inclure, pourquoi pas, des services nouveaux d'accès à l'IA, de protection type cybersécurité ou sécurité plus classique d'habitation, dépannage et réparation en tous axes. C'est ça? Demain, Darty, ça sera vraiment une plateforme d'accès, à la maison, au foyer? Aussi, mais ça sera aussi ça. Après, je Sky is pense the que limit, quoi, c'est ça, il y a pas de limite. non, je pense que c'est le fondateur de la Fnac disait ça, c'est que l'image, la Fnac, j'aime bien ces phrases, il disait la Fnac n'est pas une image photographique, c'est une image cinématographique. Il faut qu'il évolue dans les temps. Bah, Fnac Darty, il faut qu'on évolue avec les temps, la consommation. On voit bien qu'on va être disrupté dans le futur pour tout type des phénomènes de consommation des produits, etc. Il faut qu'on soit capable de trouver toujours notre rôle dans la société pour accompagner les clients et qui continue à nous donner sa préférence. Donc l'évolution, ça s'est fait à petit. C'est vrai qu'on regarde aujourd'hui 10 ans en arrière et on voit que le changement a été majeur.
Et probablement, dans les prochains 10 ans, ça va être encore plus important, ces changements, sans renoncer à qui nous sommes et qui nous voulons être. Alors, on voit, on a bien vu dans toute la partie du podcast que la question de la transition écologique était très importante pour toi, qu'elle était chère et tu as une idée un peu plus folle encore, moi je trouve, qui est un peu plus, avant-gardiste, qui est de fixer des quotas carbone par personne, des espèces de créer des comptes individuels carbone qui alloueraient à chaque consommateur une quantité précise de carbone à utiliser sur plusieurs années, avec un marché, je suppose, à la clé, de revente de quotas de carbone non utilisés. Et c'est, l'application du vieux et célèbre principe pollueur-payeur, mais à la consommation. Est-ce que tu crois aujourd'hui que les Français sont prêts à passer à ce type de logique de PPP, de principe pollueur-payeur, pour leur consommation? Je pense que les questions des ressources limitées à la planète, ça va arriver, à un moment ou un autre. On voit bien que ces phénomènes des climatiques extrêmes, ces phénomènes des règlements climatiques, il arrive d'une manière très forte et qui a un impact économique dès aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on pourra plus éviter à long terme la question de la transition écologique et la manière comme consomme et comme la manière qu'on doit protéger notre écosystème. Donc, à un moment donné, ça suffira pas en réglant les entreprises. Les entreprises, on est en train déjà de prendre des engagements, les investisseurs sont en train de pénaliser ou bénéficier celles qui sont dans une logique vertueuse. Donc, moi, j'y crois énormément à ces mouvements qui continuent à avancer. Peu importe les modes, les politiques d'un pays à un autre, je pense qu'il y a une dynamique qui s'installe. Mais après, il faut s'en occuper aussi des consommateurs. Les consommateurs, c'est un agent économique énorme. Si on veut à un moment donné pouvoir faire évoluer les pratiques, il faut à un moment donné qu'il y ait un signal prix, qu'il y ait un incentive ou une pénalisation. Et ça viendra. Est-ce que c'est un quota? Est-ce que c'est le bonus-malus de voiture? Est-ce que c'est une taxe sur la consommation de l'eau? Je pense que ça viendra d'une manière ou Une d'une taxe autre. carbone aux frontières? Taxe carbone aux frontières, je pense qu'on va trouver un système de rendre les plus proportionnels possible à celles qui ont les moyens et la responsabilité de financer une transition écologique qui doit impacter à tout le monde, mais qui ne doit pas créer encore un nouveau rupture des inégalités. Une distorsion de concurrence, pour reprendre ce qu'on disait au début du podcast, par rapport à des zones géographiques ou à des concurrents qui n'auraient pas à appliquer ces dispositifs-là et qui seraient du coup des vraies distorsions de concurrence. Je pense qu'il y a une question qui nous dépasse tous, mais qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la disruption des l'IA, de la technologie, ça va changer l'équilibre entre les valeurs capitales et les valeurs travail. Aujourd'hui, notre modèle social est très basé sur le travail comme valeur fondamentale de création de la richesse, donc de distribution, et le modèle social est basé sur le travail. Ces modèles étant en train de s'épuiser, si on n'est pas capable de les transformer d'une manière positive, on va avoir un problème d'inégalité très fort, qui déjà ça commence à se voir. On l'a vu avec les voitures électriques. Par exemple, donc L'accompagnement de la transition est très important. moi je le disais dans mon livre, c'est que la transition écologique, Oui, j'ai oublié de dire que tu as écrit j'ai un écrit un livre il y a livre 2 ans, sur justement, ces sur sujets-là. ces Il y a sujets-là. un des sujets que j'ai abordé, c'est que l'action écologique, il ne peut pas être qu'une question des riches ou des personnes qui peuvent se les permettre. Donc, si finalement la voiture électrique il vaut 3 fois plus cher que la voiture thermique, bah, il aura une pénétration très fragile parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a un sujet des contraintes fortes des pouvoirs d'achat. Donc, il faut les rendre impossibles, il faut trouver les modèles de financement. Et finalement, ces modèles des pollueurs payantes, ça me semble quand même quelque chose, au défaut d'autres modèles, celle qui me semble le plus juste. Tu en as parlé aux politiques? Tout est politique dans la vie. Tout était politique. Bah, justement, question politique. C'est une nouveauté dans le podcast que tu vas inaugurer. C'est la dernière césure de l'épisode. Dans un peu plus d'1 an, il va y avoir une élection présidentielle en France et donc j'ai introduit une question présidentielle 2027. C'est une intelligence artificielle, en tout cas une voix artificielle qui te la pose. Tu l'écoutes comme toujours et tu lui réponds dans la foulée. Si tu as un seul conseil à donner aux candidats à la présidentielle de 2027 pour faciliter la transformation des entreprises en France, ça serait quoi? Je pense que les constats, c'est les entreprises qui créent la valeur et c'est un acquis fondamental pour la transformation de nos sociétés et sont clés. Donc, pour les futurs candidats, pour les futurs présidents, je pense que la question, ça va être comment on peut donner la compétitivité
aux entreprises qui sont en vraie volonté de transformer socialement nos pays. Et ça signifie respect des règles, mais ça signifie aussi donner des opportunités pour créer la valeur dans nos pays. Et ça, je pense que ça serait un sujet qui doit concilier à la fois la souveraineté du pays ou de l'Europe avec des engagements forts de transformer socialement Et puis de matière et, responsable, durable. et matière responsable, mais les deux en même temps. Mmh. On ne peut pas être très exigeant sur celles qui sont ici et très accommodant sur celles qui ne sont pas responsables, mais qui ne sont pas là. Donc, j sans parler protectionnisme, je pense qu'il faut revenir au sujet basique des principes d'égalité des traitements et être très affirmatif, très exigeant sur tous les acteurs économiques. C'est ça qui va redonner la confiance pour l'investissement, qui va redonner la confiance pour la transformation. Les 2 choses en même temps. Je pensais que tu me parlerais de pouvoir d'achat, parce que c'est quand même, la préoccupation première des Français. Tu es un acteur majeur de la consommation en France, que ce soit à travers le culturel, Fnac ou l'électroménager, Oui, complètement. Darty et tu pour toi, c'est pas le sujet? Non, non, c'est un sujet, mais les pouvoirs d'achat, c'est la conséquence d'une création de richesses qui se partagent correctement. Donc, les principes sont fondamentaux qu'il faut qu'on s'aligne tous, c'est comment on continue à créer la richesse. Aujourd'hui, on a un sujet démographique important, on a un sujet de compétitivité critique, on a un sujet ce qu'on parlait des parfois un peu des manques de souplesse d'un modèle, qu'on est en train de créer, ce modèle européen pour lesquels je suis très attaché, mais qu'on voit ses défauts autant que ses qualités. Donc, il faut faire face à ces défis pour pouvoir partir sur un modèle qui transforme, mais créer la richesse et qui va générer les pouvoirs d'achat qu'il nous faut pour continuer à avoir des citoyens qui investissent et qui se développent et qui ont accès à des moyens pour continuer à vivre avec des bonnes conditions. La conversation est tellement passionnante qu'on ne s'est pas rendu compte que le temps passait, qu'on arrive déjà à la fin du podcast avec le portrait chinois pro, auquel il te faut répondre du tac au tac sans réfléchir. Si tu sèches, tu peux passer, mais tu peux pas appeler un ami ou tu peux pas demander le 50-50 du public. Quelle est ta devise professionnelle? Moi, l'importance du collectif. Ton geste écolo au quotidien pour réduire ton empreinte carbone? J'ai fait de plus en plus de vélos à Paris, ce qui est parfois un défi sécuritaire. Mais vélo musculaire ou vélo électrique? Petit électrique. Tu es plutôt, ChatGPT, Gemini, Le Chat, Claude ou Perplexity? Teste un peu tout, à l'entreprise, on est, un peu Gemini, un peu ChatGPT plutôt. Le métier que tu voulais exercer quand tu étais petit? Joueur de basketball à fond. La qualité première d'un dirigeant d'entreprise en ce début d'année 2026? La qualité, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour transformer les choses La personne, réelle ou fictive, qui t'inspire tous les jours? et je pense que c'est les héros du quotidien. J'ai de plus en plus de respect pour les personnes qui sont, pas nommées dans un livre, dans un ouvrage, dans un film et qui font vivre nos sociétés avec beaucoup d'abnégation et de travail. Donc, quelque part, j'ai, une admiration profonde pour, les personnes qui sont invisibles, on les a vus un peu pendant Au les moment du covid, hein, Covid, bien et sûr. qui sont devenus complètement invisibles à nouveau. Donc, voilà, un petit respect pour ces héros du quotidien. Et sur cette question-là, je vous invite à lire l'étude de la fondation Travailler autrement sur les invisibles de la société qui est absolument remarquable. La lecture pour toi, c'est livre papier ou tablette numérique? Plus papier. Et la musique, tu es Opéra Garnier ou Accor Arena? Un peu plus d'opéra. Après, un bon concert à l'Arena, c'est aussi magnifique, mais les 2, disons les 2. Les 2. L'endroit en France ou dans le monde où tu aimes décompresser? Moi, j'aime beaucoup la campagne. Et ton livre de chevet? Il y a beaucoup. Ou le livre que tu lis en ce moment? Moi, je pense que si je dois dire un, c'est «100 ans de solitude», hein, de Garcia Marquez, parce que ça nous amène sur une espèce de réalité parallèle avec des personnages incroyables et ça explique beaucoup de qui nous sommes, qui nous voulons être. Merci infiniment Enrique pour ce moment passé ensemble. Est-ce que tu as un mot de conclusion, une dernière pensée à partager en réponse à une question que je ne t'ai pas posée? Non, non, j'ai beaucoup de plaisir de discuter avec toi et je pense on vit dans un monde qui se transforme vite et ça c'est une évidence. Mais dans la transformation, attention à ne pas perdre l'identité. Donc c'est ça les défis de nous tous, c'est être très fort et très fier de notre identité, mais être capable en même temps de la mettre en question pour la faire évoluer.
Ça, c'est vrai pour notre vie personnelle, celle de nos enfants, de notre famille, et encore plus pour une entreprise comme Fnac Darty. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'hypertransformation by SIA sur toutes les plateformes qui le diffusent, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, etc., pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode, dont l'invité sera au mois d'avril Doris Birkhofer, la présidente de Siemens France. Merci à tous.